Et si une seule soirée pouvait tout changer? Pas grâce à un coup de chance. Pas grâce à une rencontre dans le bon endroit au bon moment. Mais grâce à quelque chose que personne ne peut acheter, voler, ni effacer. L'intelligence. La préparation. Et le courage de s'asseoir en face de quelqu'un qui pense que vous avez déjà perdu, et de lui prouver le contraire. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'une jeune étudiante sans le sou, fille d'une femme de ménage, qui a accepté un pari insensé contre l'un des hommes les plus riches du pays. Un pari sur une seule partie d'échecs. Et ce qui s'est passé ce soir-là a changé la vie de 2 personnes, de centaines d'enfants, et peut-être la façon dont vous regardez le monde après avoir écouté cette histoire. Depuis son bureau au dernier étage d'une tour de verre donnant sur l'une des plus belles avenues de Paris, Victor Arcan contemplait la ville comme s'il en était le propriétaire. Et d'une certaine façon, il l'était en partie. À 52 ans, il dirigeait l'un des groupes industriels les plus puissants du pays. Sa fortune personnelle se chiffrait en plusieurs centaines de millions d'euros. Il avait commencé de rien, dans une banlieue grise, fils d'un ouvrier et d'une institutrice. Mais il avait travaillé, manœuvré, calculé chaque mouvement avec une précision d'horloger. Et aujourd'hui, il régnait. Il avait tout acheté. Des yachts amarrés sur la côte d'Azur. Des propriétés à Paris, à Londres, à Genève. Des clubs de football. Des parts dans des journaux. Des tableaux de maîtres qu'il n'avait jamais vraiment regardés. Et pourtant, ce soir-là, Victor Arcan s'ennuyait. Un ennui profond, silencieux, presque physique. L'ennui de celui qui a tout et ne ressent plus rien. L'argent avait cessé depuis longtemps de lui procurer la moindre joie. Le pouvoir aussi. Il prenait des décisions qui déplaçaient des millions, signait des contrats qui changeaient la vie de milliers de gens, et tout cela ne lui causait plus la moindre émotion. C'était devenu mécanique. Prévisible. Vide. La seule chose qui lui apportait encore une vraie satisfaction, c'était les échecs. Pas pour le plaisir du jeu, non. Plutôt pour ce que le jeu représentait, la domination intellectuelle pure. Anticiper l'adversaire. Construire un piège invisible. Regarder quelqu'un réaliser, trop tard, qu'il avait perdu depuis le début. Victor était candidat maître, un niveau que peu d'amateurs atteignent, et il jouait régulièrement contre des professionnels qu'il rémunérait généreusement, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ce qui n'arrivait que rarement. Ce soir-là, il était plongé dans l'analyse d'une partie complexe, seul sous la lumière froide de sa lampe de bureau, lorsqu'un bruit discret brisa le silence. Un raclement de semelles sur le parquet. Il se retourna lentement. C'était Nadège Perrin, sa femme de ménage. Une femme de 50 ans passée, petite, discrète, toujours habillée de la même blouse grise. Elle travaillait pour lui depuis 7 ans, arrivait à l'heure, repartait sans bruit, ne demandait jamais rien. Victor réalisa soudain qu'il ne lui avait peut-être jamais vraiment adressé la parole. « Quoi » lança-t-il sèchement. « Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur Arcan. J'ai terminé le ménage. Je peux partir » Victor jeta un regard distrait à la pendule. 22 heures. Elle repartait habituellement bien avant. Oui, bien sûr. Mais attendez. Il y eut un silence étrange. Lui-même ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Vous avez une fille, je crois. J'ai entendu ça un jour. Nadège se figea, visiblement surprise qu'il s'en souvienne. Oui, monsieur. Elle s'appelle Élise. Elle a 21 ans. Et que fait-elle? Elle est étudiante à l'université. Faculté de mathématiques. C'est une très bonne élève, sérieuse, travailleuse. Victor posa son stylo sur le bureau. Est-ce qu'elle joue aux échecs? Nadège cligna des yeux, déconcertée par la question. Elle jouait dans un club au lycée, oui. Elle a remporté quelques titres régionaux, même un tournoi interrégional je crois. Mais depuis qu'elle est entrée à l'université, elle s'est concentrée sur ses études. Ce n'est pas vraiment une carrière, les échecs. Un silence. Victor tambourina doucement des doigts sur son bureau. Dans son regard, quelque chose venait de changer. Pas de la chaleur, jamais de la chaleur. Plutôt de l'intérêt. Comme lorsqu'il repérait une opportunité dans un dossier financier. Faites venir votre fille, dit-il. Je veux qu'elle joue une partie contre moi. Si elle me bat, une seule partie, une vraie victoire, je lui remets 100 millions en liquide. Une somme qui changerait votre vie à toutes les deux, je présume. Nadège ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Vous plaisantez, monsieur? Je ne plaisante jamais avec l'argent. 100 millions, en liquide, si elle gagne. Mais si elle perd, vous signez toutes les deux un contrat, votre fille travaille pour mon groupe pendant 2 ans, et vous restez ici sans possibilité de démissionner pendant cette même période. Un salaire normal, des conditions normales. Juste la certitude que je ne perds rien dans l'affaire. Il la regarda droit dans les yeux. Accepter ou refuser, maintenant. Je n'ai pas l'habitude d'attendre. Nadège resta paralysée. 100 millions. Une somme qu'elle ne pourrait jamais approcher en une vie entière de travail. De quoi acheter un appartement convenable, payer les études d'Élise sans dette,
vivre dignement. Mais si Élise perdait, 2 ans de liberté volés à une jeune femme qui méritait tellement mieux que ça. Vous paierez vraiment? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Ma parole est une loi, répondit-il froidement. Je signe des chèques de cette taille chaque semaine. Ça ne me ferait même pas scier. Nadège ferma les yeux une seconde. Puis elle hocha lentement la tête. Bien. Je vais lui parler. Élise Sokolova vivait dans un petit appartement de banlieue qu'elle partageait avec 2 colocataires. Sa chambre était un capharnaüm organisé, des piles de livres de maths sur toutes les surfaces planes, des feuilles couvertes d'équations épinglées au mur, un ordinateur dont l'écran ne s'éteignait jamais vraiment. Elle dormait peu et pensait beaucoup. Elle n'avait pas hérité de grand-chose de la vie, sinon d'un cerveau exceptionnellement bien fait et d'une volonté de faire que personne, jamais, n'avait réussi à briser. Quand sa mère rentra ce soir-là et lui raconta la proposition de M. Arcan, Élise ne put s'empêcher de rire. Un rire bref, incrédule. Maman, c'est absurde. Un millionnaire qui propose 100 millions pour une partie d'échecs contre une étudiante qu'il ne connaît même pas? Il dit que c'est pour son amusement personnel. Une distraction. Il s'ennuie, j'imagine. Je n'ai pas joué sérieusement depuis 3 ans. Élise. Nadège s'assit en face de sa fille et lui prit les mains. Un geste rare. Un geste qu'elle ne faisait que lorsque quelque chose d'important était en jeu. Regarde-nous. Regarde où on en est. Je me lève à 5 heures du matin pour aller frotter les sols des autres. Je rentre le soir les mains abîmées. J'ai économisé toute ma vie pour payer tes livres, tes frais de scolarité, ton loyer. Je ne me plains pas, c'est mon choix, et je le referai 1000 fois. Mais si tu as une chance, une seule chance de tout changer. Élise regarda sa mère. Ce visage fatigué. Ses mains rougies par les produits ménagers. Cette fierté silencieuse qui ne s'était jamais effondrée, même dans les moments les plus difficiles. Et si je perds? Dit-elle doucement. Tu ne perdras pas. Un long silence. Avant l'université, reprit Nadège, tu battais des joueurs classés. Tu construisais des stratégies que ton entraîneur lui-même n'arrivait pas à expliquer complètement. Il m'a dit un jour que tu avais un don naturel rare. Que tu voyais les choses autrement que tout le monde. Élise resta immobile un moment, les yeux dans le vide. Puis elle soupira. D'accord. J'y vais. Le lendemain soir, Élise se présenta seule à l'appartement de Victor Arcan. Elle n'avait pas pris la peine de s'habiller différemment, jean ordinaire, vieille veste, baskets éculées. Pas de maquillage. Elle n'était pas venue pour impressionner. Victor l'examina de la tête aux pieds en quelques secondes, avec ce regard habituel qu'il posait sur tout le monde. Celui d'un homme qui évalue, qui classe, qui tranche. Une étudiante pauvre. Pas de prestance, pas d'assurance visible. Rien qui ressemble à une vraie adversaire. Mais sur son visage, il lut quelque chose qu'il n'attendait pas. De l'obstination. Et quelque chose de plus profond encore, que les gens très riches ont souvent du mal à reconnaître parce qu'ils ne le connaissent plus, la faim. La vraie. Pas la faim de manger. La faim de gagner. Entrez. Les règles sont simples. Une partie, sans match nul possible. On joue jusqu'à la victoire nette d'un des 2 camps. Vous jouez les blancs. Je vous accorde l'avantage du premier coup. Ce n'est pas nécessaire, dit Élise en s'asseyant sans l'avoir attendu. Victor haussa un sourcil. Vous voulez refuser mon avantage? Je joue contre des grands maîtres internationaux, mademoiselle. Des joueurs dont c'est le métier depuis 20 ans. Vous perdrez dans moins d'1 heure. Peut-être. On va voir. Victor sourit. Il aimait les adversaires qui avaient de l'audace. Ça rendait la victoire plus savoureuse. Ils s'installèrent face à face devant l'échiquier. Les pièces étaient magnifiques, sculptées à la main dans du bois de rose et d'ébène, lourdes et froides au toucher. Élise les regarda une seconde à peine, puis leva les yeux vers Victor, et fit son premier mouvement. E2 E4. Classique, commenta-t-il, et il répondit aussitôt, E7 E5. La partie espagnole. L'une des ouvertures les plus analysées de l'histoire des échecs. Un terrain où les professionnels se mesurent depuis des siècles. La partie dura bien plus longtemps que Victor ne l'avait prévu. Il jouait de façon agressive, comme toujours. Il aimait mettre la pression dès les premières phases, forcer des échanges, créer du chaos contrôlé. La plupart de ses adversaires finissaient par craquer sous cette pression. Pas par manque de technique, mais par manque de sang-froid. Victor avait appris depuis longtemps que les échecs, au fond, étaient autant une guerre psychologique qu'une guerre d'intelligence. Mais Élise ne fléchissait pas. Elle réfléchissait lentement, posément, avec une concentration absolue qui commençait visiblement à agacer le millionnaire. Elle ne cherchait pas à briller. Elle construisait. Coup après coup, elle consolidait sa position, fermait les lignes d'attaque, créait des structures solides que Victor devait contourner au lieu de traverser. Ce n'était pas la façon de jouer d'une amateur rouillée. C'était la façon de jouer d'une mathématicienne. Élise ne cherchait pas des variantes dans sa mémoire. Elle les recalculait en temps réel, à partir de principes logiques.
Là où un joueur classique puisait dans ses souvenirs de parties apprises, elle construisait. Et son cerveau, entraîné chaque jour à manipuler des structures abstraites complexes, trouvait des chemins que Victor n'avait tout simplement pas envisagés. Pas mal, marmonna-t-il après une vingtaine de coups. Vraiment pas mal. Mais il ne s'avoua pas encore vaincu. Il avait encore des ressources. Il y avait toujours un moyen de renverser la situation. Au 30e coup, il tenta une combinaison agressive qui lui avait permis de battre un maître international 2 semaines plus tôt. Elise la neutralisa en 3 coups, simplement, sans hésiter. Victor se raidit imperceptiblement sur sa chaise. Au 40e coup, il essaya une autre approche. Plus subtile. Un piège long à mettre en place, presque invisible. Elise l'identifia et le désamorça avec une économie de moyens qui arracha au millionnaire une admiration qu'il n'avait aucune envie d'éprouver. Puis vint le 45e coup. Elise s'arrêta. Elle regarda l'échiquier pendant 2 longues minutes, sans bouger, sans scier. Victor attendit, les bras croisés, certain qu'elle était en train de chercher une issue qui n'existait pas. Puis elle avança sa tour. Un sacrifice. Offrir une pièce majeure sans contrepartie immédiate visible. Victor se figea. Il regarda le coup. Puis il commença à calculer. 1 coup, 2 coups, 5 coups. La chaîne de conséquences se déployait dans sa tête comme une cascade inévitable. Si je prends la tour, elle joue ici. Je réponds là. Elle continue. Et puis? Échec et mat en 7 coups. Inévitable. Et si je ne prends pas la tour, elle renforce sa position et gagne de toute façon dans les 10 prochains coups. Il n'y avait pas d'issue. Victor se leva. Fit le tour de la table. Revint s'asseoir. Ses doigts tambourinèrent sur le bois. Une habitude nerveuse qu'il croyait avoir perdue depuis 20 ans. Pendant toute sa vie, cet homme avait gagné. Dans les affaires, dans les négociations, dans les salles de conseil où se jouait l'avenir d'entreprises entières. Il avait écrasé des concurrents, racheté des rivaux, renversé des situations désespérées par la seule force de sa volonté et de son intelligence. Et là, une jeune femme en jean usé, fille d'une femme de ménage, venait de construire un piège dans lequel il s'était lui-même enfermé, coup après coup, sans s'en rendre compte. Il joua encore quelques coups. Mécaniquement. Pour retarder l'inévitable, peut-être. Ou simplement parce qu'il ne savait pas comment s'arrêter. Puis, au 52e coup, il posa son roi sur le côté. Le geste universel de la reddition. Un silence total s'installa dans la pièce. « Vous avez gagné » dit-il entre ses dents. Élise hocha la tête. Pas de triomphe sur le visage. Pas de sourire. Juste une respiration lente et profonde, comme quelqu'un qui vient de descendre d'un fil tendu au-dessus du vide. Victor se leva sans un mot, traversa le salon, et ouvrit le coffre encastré dans le mur. Il en sortit une enveloppe épaisse qu'il posa sur la table, entre les pièces encore en place. 100 millions. En liquide. Vous pouvez compter si vous voulez. Je vous fais confiance, répondit Élise doucement. Victor la regarda longuement. Vraiment longuement, pour la première fois. Comme s'il la voyait réellement. Vous savez ce qui est le plus humiliant ? Dit-il enfin, d'une voix plus basse, presque étrange pour un homme comme lui. Non. Ce n'est pas d'avoir perdu. J'ai perdu des parties avant. Ce n'est pas ça qui fait mal. Il s'assit en face d'elle, de l'autre côté de l'échiquier. Ce qui fait mal, c'est de réaliser que pendant 40 ans, j'ai cru que ma réussite prouvait quelque chose. Que si j'avais réussi, c'est parce que j'étais meilleur. Plus intelligent. Plus fort. Et que si les autres n'avaient pas réussi, c'est qu'ils ne l'étaient pas. C'est ce que je pensais sans jamais me l'avouer. C'est comme ça que je regardais votre mère quand elle nettoyait mes sols. Comme quelqu'un de moi. Un long silence. Ce soir, une fille issue d'une famille modeste, qui n'avait pas touché un échiquier depuis 3 ans, m'a mis échec et mat en 52 coups. Et je ne peux pas me raconter d'histoire sur le résultat. C'était net. C'était propre. C'était brillant. Il marqua une pause. Votre mère ne travaillera plus ici. Je vais lui verser une compensation pour toutes ces années de service. Une vraie compensation. Considérez ça comme la deuxième partie du pari. Élise regarda l'enveloppe sur la table. Puis elle regarda Victor. C'est la seule chose qui comptait vraiment pour moi ce soir, dit-elle. L'histoire ne resta pas secrète longtemps. Un journaliste l'apprit, écrivit un article, et en 48 heures, tout le pays en parlait. Un milliardaire battu aux échecs par une étudiante inconnue, et il lui remet une fortune. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les chaînes d'information reprirent l'histoire en boucle. Élise Sokolova devint, malgré elle, un visage. Victor Arcan aurait pu se taire. Nier. Minimiser. C'est ce que font la plupart des puissants quand ils sont mis en défaut. Il fit le contraire. Il demanda une interview à un journal sérieux et parla pendant 1 heure, sans langue de bois. Cette partie m'a changé. Pas parce que j'ai perdre, ça m'est déjà arrivé.
Mais parce que la façon dont j'ai perdu m'a forcé à regarder en face quelque chose que j'aurais préféré ne pas voir. J'avais une vision du monde dans laquelle le succès financier était la preuve ultime de la valeur d'un être humain. Cette jeune femme m'a démontré le contraire de manière irréfutable. Et il annonça la création d'un fonds de dotation pour les enfants issus de familles défavorisées. Des mathématiciens, des joueurs d'échecs, des musiciens, des scientifiques. Des bourses, des formations, des équipements. Pas de la charité, de l'investissement dans du talent gâché par le simple hasard de la naissance. Le talent ne choisit pas son berceau. Mais la société, elle, peut choisir de ne pas le laisser mourir en silence. Le fonds finança des centaines de jeunes en quelques années. Quant à Élise, elle termina ses études sans dette, sans stress financier, sans devoir jongler entre les cours et les petits boulots. Elle s'inscrivit de nouveau dans un club d'échecs, reprit l'entraînement sérieusement, et 2 ans plus tard, elle obtint le titre de maître international. Elle lança ensuite une association pour organiser des tournois d'échecs gratuits dans les quartiers populaires. Pour les enfants qui n'auraient jamais eu accès à un échiquier de qualité, à un entraîneur compétent, ni à la simple possibilité de se découvrir un talent. Quelques mois après la partie, elle reçut une lettre manuscrite glissée dans une enveloppe sans fioriture. « Chère Élise, je tiens à vous remercier pour cette partie. Elle a changé ma façon de voir les gens, le talent et l'argent. J'ai compris que la vraie force ne se mesure pas à la taille d'un compte en banque, mais à la profondeur d'un caractère. Avec tout mon respect, Victor Arcan. » Élise relut la lettre 2 fois. La plia soigneusement. La rangea dans le tiroir de son bureau, entre ses cahiers de maths et une vieille photo de sa mère. 5 ans plus tard, Victor Arcan et Élise Sokolova se retrouvèrent une dernière fois devant un échiquier. Pas dans un appartement luxueux. Pas pour de l'argent. Pas sous les yeux de personne. C'était dans une salle ordinaire d'une banlieue ordinaire, lors d'un tournoi organisé par l'association d'Élise pour des enfants de 8 à 16 ans. Victor était venu sans prévenir, discrètement, comme quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Il avait regardé les enfants jouer pendant 1 heure, sans rien dire. Puis Élise l'avait vu. Ils s'étaient regardés. Et sans un mot, ils s'étaient assis l'un en face de l'autre. Cette fois-là, personne ne gardait le score. Personne ne regardait. Personne ne gagnait rien. C'était juste 2 personnes, face à un échiquier, qui jouaient pour le simple plaisir de jouer. Ce que cette histoire nous dit, c'est quelque chose de très simple, mais que beaucoup de gens oublient, le talent n'a pas d'adresse. Il n'a pas de compte en banque. Il ne regarde pas la marque de vos chaussures ni le quartier dans lequel vous avez grandi. Ce soir-là, Élise n'a pas gagné parce qu'elle était chanceuse. Elle a gagné parce qu'elle avait travaillé, pensé, construit, pendant des années, dans une chambre trop petite avec trop peu de moyens. Elle a gagné parce que sa mère lui avait montré, sans jamais le dire avec des mots, ce que signifie se lever chaque matin et continuer malgré tout. Et Victor, lui, n'a pas vraiment perdu ce soir-là. Il a compris quelque chose. Ce qui est peut-être la seule vraie victoire possible pour un homme qui croyait déjà avoir tout gagné. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Avec quelqu'un qui doute. Avec quelqu'un qui croit que son point de départ définit son point d'arrivée. Parce que ce n'est pas vrai. Ça ne l'a jamais été. À très bientôt.